100 mots et expressions pour bien débuter en anglais. Donc, vous en doutez, ça va être du costaud. On voit tout ça en détail. Je vous ai fait une sélection aux petits oignons, si je puis dire. Et surtout, ne cherchez pas à l'apprendre de but en blanc. On y va progressivement. Vous pouvez par exemple faire une slide, une diapositive chaque jour. Vous en avez 9 et on arrive à 100. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est comment saluer. Vous pouvez d'ailleurs tout télécharger, toutes les diapositives que vous voyez ici, donc toutes les slides, et faire l'exercice d'application aussi en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien qui est juste en dessous. Bon, on commence par quelque chose de facile. Hi, salut. Hello, c'est bonjour. Mais faites attention parce que hello, on peut avoir l'impression que c'est familier, d'accord? Mais on le traduira plutôt en français par bonjour puisqu'il est tellement utilisé que c'est devenu plutôt courant. C'est pas forcément familier, c'est courant. Et là, faites bien attention, vous voyez, parce que si vous dites hello, on ne vous comprend pas parce que la personne, elle va comprendre ça. D'accord? Je vous l'écris correctement, c'est mieux. Elle va comprendre hello. Ça veut rien dire. Donc, hello, vous avez déjà un H. Et vous avez sur la seconde syllabe, vous voyez ici, vous avez une apostrophe. Quand vous avez une apostrophe, ça signifie que la syllabe derrière, elle est porteuse de l'accent tonique. L'accent tonique, c'est quoi? C'est l'accentuation. Hello, d'accord? Hello, hello, how are you? Comment allez-vous? On va le voir juste après. Hi, c'est la même chose. Si vous dites hi, la personne, elle entend ça. Hi, ABC, ABC, vous voyez? Non, c'est hi. Donc, vous voyez, ce sont des mots très simples. Et pourtant, on peut faire facilement des erreurs et c'est ce qui nous handicape souvent, nous, francophones, lorsqu'on veut parler anglais. On bute sur des choses faciles que pourtant on connaît. On se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'y arrive pas en fait? Ben, c'est à cause de votre prononciation souvent. C'est pour ça que je voulais voir ces 100 mots et expressions pour bien débuter ou pour bien vous remettre en selle au niveau de votre anglais. Bon, à ce train-là, on a déjà fait, allez, 2%. On va accélérer un petit peu. Good morning, bonjour, le matin, bien évidemment. Good afternoon, bonjour, l'après-midi. Et vous avez vu comme j'ai fait good afternoon. J'ai pas fait good afternoon, non. Good afternoon, afternoon. Vous avez l'accentuation sur la dernière syllabe. Good evening. Alors, bonne soirée ou bonjour le soir, d'accord? Good evening. Bonjour le soir. All right. Good night. Bonne nuit. Alors, pour souhaiter bonne nuit, d'accord? Mais pour dire bonne soirée, ce sera good evening. OK? Ou après, donc, quand vous voyez la personne, vous rencontrez la personne. Good evening. Bonsoir. Et quand vous partez, vous pouvez dire par exemple have a good evening. Passe une bonne soirée. Alors, vous avez vu que j'ai pas mis de points, j'ai pas mis de ponctuation, que ce soit des points simples ou des points d'exclamation, puisque là, c'est vraiment des éléments dans la phrase. Et après, à vous, en fonction du temps, à ajouter du ton, la ponctuation que vous voulez. Si un peu plus d'entrain, hi, on mettra un point d'exclamation. Si c'est un simple hello, hello, vous pouvez mettre tout simplement un point. D'accord? Donc, je vous laisse choisir à ce niveau-là. See you later, c'est à plus tard. D'accord? Donc, late, c'est tard. Plus tard, later. Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer. OK? Donc, to meet, c'est rencontrer et c'est un verbe irrégulier qui fait met. Met au passé. Et ça, c'est la forme participe passé. Donc, deuxième colonne, troisième colonne des verbes irréguliers. Nice to see you again. Ravi de vous rencontrer à nouveau. Et là, vous voyez ce qui fait la différence, c'est l'accentuation. Again. Nice to see you again. Ravi de vous rencontrer à nouveau. Parce que si vous dites again, on ne vous comprend pas. Again. Again. All right? Looking forward to meeting you again. Il me tarde de vous revoir. Alors là, vous pouvez, ça, to meet, qu'on vient de voir ici, c'est rencontrer.
vous pourriez avoir talking, speaking. Alors, to talk, c'est plus bavarder, il y a une petite nuance, mais ça peut être traduit par parler. To speak, c'est vraiment parler. Looking forward to speaking with you again. Talking with you again. Et alors, là, il y a une spécificité que vous devez absolument prendre en compte. C'est to look forward to, c'est être impatient de, ou on peut le traduire par il me tarde de. Et en anglais, vous avez un ing qui se met après le to, d'accord? Donc to plus le verbe plus ing. Donc par exemple, vous prenez votre infinitif, vous enlevez le to, ça vous donne la base verbale, vous rajoutez ing. Et ça, vous le prenez et vous le collez après looking forward to meeting you again. OK? Donc, c'est pas looking forward to meet you again. Looking forward to meeting you again. Perfect. All right. Continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Bon, vous connaissez merci. Thanks. Thanks a lot. Mais on ne peut surtout pas dire thank you, je vous remercie, je te remercie. On ne peut surtout pas dire thanks you. Ça ne marche pas. C'est soit thanks a lot, merci beaucoup, soit thank, et si vous voulez mettre you, vous ne pouvez pas mettre le S. Thank you. Thank you very much, mais thanks you very much, ça ne marche pas. Thanks a lot ou thank you. Donc, ces deux-là, ce que vous pouvez faire, c'est les apprendre par cœur. Mais même aussi, you're welcome, you're welcome. De rien, c'est tellement indispensable. Et je vous donne une autre phrase aussi. Welcome to Paris. Bienvenue à Paris. C'est pas welcome in Paris ou welcome at Paris. Ça, je vois cette faute tout le temps. Et en particulier, souvent, c'est des fautes qu'on voit chez les journalistes à la télé. Welcome in, non, welcome to Paris, welcome to New York. All right? Bienvenue à. Welcome to. Donc, faites bien attention, c'est la 101e mot ou expression de la vidéo, si je puis dire. No problem. Pas de problème. Accent tonique sur la première syllabe. No problem. Et c'est pas no. C'est pas un no avec le bout de la bouche. C'est un no problem. Pas de problème. That's okay. C'est bon. Please, qui est très utilisé. On ne pourra jamais faire l'économie d'un please en anglais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important la politesse. Quand vous posez une question, vous pouvez passer pour quelqu'un de vraiment impoli si vous dites je veux ça. Ça ne passe déjà pas en français, mais encore moins en anglais. Donc on va pas dire par exemple can you give me that? On va dire could you please give me that? Je vous le note pas parce qu'on va le revoir dans quelques slides. Je vous ai mis une formule plus soutenue qui est assez jolie pour dire auriez-vous l'amabilité de bien vouloir ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à, entre guillemets, cet extrême, d'accord? Would you be so kind as to, for example, as to open the window, please? Would you be so kind? Donc ça, c'est l'utilisation du conditionnel pour dire pourriez-vous, auriez-vous, seriez-vous, en fait, littéralement, c'est seriez-vous suffisamment gentil, suffisamment aimable pour m'ouvrir la fenêtre, s'il vous plaît? Kind, c'est entre gentil et aimable, doux, d'accord? Would you be so kind as to, quant à m'ouvrir cette fenêtre, si je fais une traduction mot à mot. All right? Ça, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur. C'est bien de la comprendre, c'est ce qui est intéressant. C'est vraiment bien de la comprendre. À moins que vous ayez déjà un niveau, par exemple, B2, donc si vous avez un bon niveau intermédiaire, ça c'est des choses que vous pourriez chercher à maîtriser si vous pensez que c'est intéressant dans le contexte dans lequel vous avez besoin de l'anglais. Sinon, vous cherchez simplement à la comprendre. OK? Excuse me. Excuse me. Alors là, je vous le fais en mode... comment dirais-je, je suis totalement surpris et déçu. Excuse me, un petit peu énervé.
mais ça peut être aussi excuse me. Donc, vous voyez, en fonction de l'intonation, ça va changer le sens que vous mettez derrière le mot, d'accord? Excuse me, là, vous êtes énervé. Excuse me, là, vous n'êtes pas énervé, vous voulez poser une vraie question. I'm sorry, I'm sorry. Là aussi, l'intonation, elle fait tout. I'm sorry, I'm sorry. OK? Parce que c'est bien beau de connaître la prononciation, mais n'oubliez jamais l'intonation que vous voulez mettre pour faire passer tel ou tel sens sur des mots qui expriment des émotions en plus assez ou des comportements assez basiques. Et donc, vous devez prendre en compte votre environnement, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez vous permettre de dire ça ou pas? Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est un contexte professionnel? Est-ce que c'est un contexte privé? Est-ce que c'est un contexte peut-être privé, mais vous êtes à la réception d'un hôtel et est-ce que ça se fait de tout de suite, par exemple, monter dans les tours et donc ça va s'entendre dans votre anglais ou alors plutôt on reste calme et plus, je dirais, à la façon britannique, très posé, mais non dénué de cet aspect caustique, sarcastique qui fait que parfois les Anglais ont un humour qui décape, d'accord? Parce que vous pouvez rester tout à fait calme, mais en même temps faire passer l'info correctement. So, how are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? Tout simplement, vous pouvez dire, je vais vous l'écrire correctement. How are you? Comment allez-vous? How are you? What's up? Ça veut dire quoi de neuf? Et il faut le connaître. C'est très utilisé notamment en anglais américain et ça ne se traduit pas mot à mot. Donc, c'est difficile lorsque vous ne connaissez pas la traduction de cette phrase d'en deviner spontanément le sens. What's up? Quoi de neuf? Et vous l'entendrez tout le temps. What's up? Et vous pouvez répondre well, nothing much. Pas grand-chose. Nothing much. Pretty good. Plutôt bien. I'm fine. Ça va. I'm tired. Et là aussi, je vous laisse mettre soit un point, soit un point d'exclamation, soit un simple point. C'est pour ça que je les ai pas mis à la fin en fonction de la nuance que vous voulez faire passer. I'm tired. Là, point d'exclamation, OK? I'm tired. I'm fine. I'm thirsty. I'm hungry. Et faites attention à ne pas dire I'm angry. Parce que là, on entend angry qui signifie en colère. I'm hungry. Pas angry, but hungry. I'm hungry. I'm upset. Et pas upset, mais upset. I'm upset. Vous avez votre accent sur la seconde syllabe. Je suis contrarié. Upset, c'est même parfois bouleversé. D'accord? Bouleversé. Je serais curieux d'ailleurs de connaître d'où vient ce mot parce que boule et versé, je ne sais pas si c'était une boule qui était versée, mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est un chamboulement émotionnel. I'm upset. Alright? So, how does that sound? Ça, c'est vraiment une expression idiomatique typique que vous entendrez dans la bouche des native speakers, c'est-à-dire des gens dont l'anglais est la langue maternelle et qui n'est pas forcément pour nous un réflexe. Nous, francophones, essayons d'améliorer notre anglais, essayons de le parler. Qu'en pensez-vous? How does that sound? Littéralement, comment ça sonne? How does that sound? Là, il faut bien s'entraîner au niveau prononciation. How does that sound? Qu'en pensez-vous? That sounds great. All right? Great. Et pas great, mais great. That sounds... On n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier. That sounds great. Perfect. Alors, hold on. On avance petit à petit. On va accélérer progressivement. All right? Puisque là, déjà, on a acquis quelques bases. On a pu acquérir quelques bases ensemble. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides. Donc, les 9 slides, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite, chers amis, ou sur le lien qui est juste en dessous de la
vidéo si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Donc, pour dire votre âge, c'est I am ou I'm en forme contractée, plus votre âge, vous pouvez vous arrêter là, ou alors vous rajoutez years old, d'accord? Et attention, entre les dizaines et les unités, on rajoute toujours un trait d'union en anglais. Donc, soit vous dites I am 37 ou alors vous dites I am 37 years old. Mais on ne peut pas dire I am, for example, 10 years. Non, I am 10 years old, I am 10. Okay, I am 40, I am 47 years old. I am 40 years old. Mais pas I am 40 years. J'ai 40 ans. Ça ne marche pas. Et c'est le verbe être. Et oui, en français, en anglais, on dit je suis. Je suis 40 ans. I am 40 years. Non, j'ai 40 ans. I am 40 years old. Exactement. Et pas I am 40 years, comme je viens de vous le dire juste avant. Et là, vraiment pour voir si vous suivez. D'habitude, quand je dis ça, c'est pour me rattraper avec une petite pincée mauvaise foi. Et là, pour le coup, c'était vraiment pour voir si vous suiviez. Donc, Jim a 40 ans. Jim is 40 years old. Et attention, 40, ça ne s'écrit pas comme ceci, que ça soit en anglais britannique ou américain. Alright? Donc, vous voyez, hein, c'est très simple en fait, mais c'est surtout très simple de faire des grosses fautes à la fois à l'oral et à l'écrit. Donc, n'oubliez jamais le trait d'union entre les dizaines et les unités. 40, il n'y a pas de U et c'est soit vous rajoutez years old ou alors vous mettez juste le nombre. I'm 40 years old, ok? Et c'est pas years, c'est years, ok? Ça se prononce, vous le voyez ici, comme un I court, years, alright. Maintenant, pour votre profession, ça c'est pareil, c'est pas I am teacher, I am a teacher. Ok, je suis prof. I am ou I'm en forme contractée. I'm a teacher. Donc là, il faut vraiment faire attention. Ok, I am a bus driver. Je suis chauffeur de bus. Ne faites pas traduction de mot à mot par rapport en français. I work as a bus driver. On peut pas dire I work a bus driver, I work bus driver. Non, I work as a or I am a teacher, I am a nurse. Une infirmière, un infirmier, c'est nurse. Alright? Donc, I work as. I live in Chicago. Bon, ça c'est facile. I live in the Great Lakes region. Ok, je vis dans la région des Grands Lacs. I live in the Great Lakes region. Donc, ce que vous pourriez faire, vous devez vous assurer quand vous présentez que vous maîtrisez spécifiquement le vocabulaire qui vous concerne à vous. Parce que la région des Grands Lacs, si vous ne savez pas le dire en anglais, il n'y a aucun souci. Il n'y a vraiment aucun souci. D'accord? À moins que vous vouliez vraiment parler couramment et après être bilingue. En revanche, si vous, spécifiquement, même en tant que débutant, vous habitez dans la région des Grands Lacs et vous ne savez pas dire in the Great Lakes region, là, vous avez un souci que vous devez résoudre en anglais. Donc, c'est pas un gros problème. Vous tapez le nom de la localité, vous mettez English dans Google et là, vous allez avoir des audios, vous allez trouver facilement la traduction et vous pouvez bien évidemment poser la question aussi juste en dessous. Ensuite, chers amis, what's your phone number? Bon, facile. What's your phone number? What's your email address? Et attention, address. What's your email address? Avec un accent tonique sur la première syllabe. What's your email address? Et vous faites bien 2 D contrairement au français. Address. What's your email? Et vous n'avez pas de trait d'union ici, d'accord? Ça, c'est tout attaché. Email address. What's your email address? Avec un double D. Alright? Do you have a website? Ça, c'est la forme en anglais américain pour poser une question sur la possession. Avez-vous une voiture? Do you have a car?
Do you have a website? Donc, vous retenez un exemple et comme ça, vous savez poser la question sur la possession au présent. Which languages do you speak? Et c'est pas languages, non, c'est languages. Which languages do you speak? I speak English. I don't speak English. I speak French. I don't speak German, and so on, okay? Do you often or do you often, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de différence. Do you often go to the gym? Vas-tu souvent à la salle de sport? Et là, vous voyez, c'est une réponse. Contrairement à which, c'est une question à laquelle on va répondre. Celle-ci, do you often go to the gym? Par yes or no. Donc, on remonte l'intonation, contrairement aux questions auxquelles on ne répond pas par yes ou no. Dans ce cas-là, l'intonation finale, elle descend. En fait, l'intonation générale de la phrase, c'est comme ça, et ça descend sur la fin. Which languages do you speak? Vous voyez, on ne dit pas which languages do you speak? Non, on dit which languages do you speak? And est-ce que vous avez un site internet? Do you have a website? Yes, I have. No, I don't. Yes, I have. No, I don't. Do you have a website? Which languages do you speak? Voyez la différence? Do you often go to the gym? Yes, I do. No, I do not. All right. So what's your favorite food? What's your favorite food? My favorite food is, mon plat préféré, ok? Alors, le plat, ça peut être aussi dish, qui veut dire aussi l'assiette, d'accord? Ceci est un H. Alright, chers amis, nous arrivons donc à la moitié de nos 100 expressions. Alors, je sais que c'est du costaud. Vous pouvez regarder cette vidéo en plusieurs fois. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est juste en bas. J'apprends l'anglais, je suis en train de le faire au présent. Donc, quel temps j'utilise pour décrire une action que je suis en train de faire au présent en anglais? I'm learning English. Présent continu. C'est ce que vous voyez ici. Et pour les langues et pour les nationalités, que ce soit en adjectif ou en nom, par exemple, a French car, une voiture française, vous mettez toujours une majuscule. I'm learning English. J'apprends l'anglais, majuscule. I'm sorry, but I don't understand. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. Vous devez absolument connaître cette phrase pour vous en sortir. Et c'est pour ça que j'ai fait, c'est à l'oral, dans une situation où vous avez du mal. C'est pour ça que je fais ce type de vidéo. C'est des vidéos piliers, mais qui vous permettent en fait d'aller piocher et de prendre les briques qui pour vous vous intéressent tout en sachant exactement pour chaque phrase là où vous devez faire attention. C'est pour ça que je les commente avec vous. I'm sorry, but I don't understand. I don't know. Et ça, vous le verrez en abrégé par IDK. I don't know. Well, let me check. Let me check. Vérifier, okay? It looks good. It looks easy. It looks difficult. Ça a l'air bon. It looks good. Easy, facile. Difficult et pas difficult. C'est pas difficult, c'est difficult. Alright? Et ça, cette accentuation, ce n'est pas une coquetterie intellectuelle. C'est pas pour faire bien. C'est pas pour se la raconter. C'est absolument déterminant quant à savoir si la personne en face, elle vous comprend ou pas. C'est clair et net. D'accord? Difficult. Surtout si c'est un native speaker, que ça soit un anglais, un écossais, un singapourien, un australien, un américain, un canadien, etc., un sud-africain. Vous n'avez pas le choix. Il faut vraiment faire attention à cette prononciation. Je sais que je suis pénible et que je fais que radoter, mais c'est vraiment pour vous parce que je sais que ça fera la différence pour votre oral. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Can you repeat, please? Alors là, c'est bien, on a mis un please, mais ça aurait été même mieux de dire could you please repeat? I do not understand. I'm sorry, I didn't understand. Didn't, c'est la forme au passé. OK, qui est la forme contractée de did not. I'm sorry, I didn't understand. Could you please repeat? Alright, mais c'est bien quand même de dire can you repeat please, comme vous avez mis le please. Pouvez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Can you talk slower, please?
Alright? Et on n'oublie donc jamais notre please qui est vraiment important quand on parle en anglais. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Alors, c'est peut-être un peu trop direct. À vous d'ajuster. Est-ce que vous utilisez cette phrase ou pas? Did you understand what I just said? Did you understand what I just said? Vous voyez, on remonte l'intonation. Et alors, attention. To say. Là, vous avez une diphtongue. To say. C'est comme great, c'est un son vraiment fort. Et sad, c'est juste comme presque comme un E accent grave en français. C'est pas said, c'est sad. To say, sad. OK? Did you understand what I just said? OK, perfect. Do you know the directions or the directions? Du coup, hop, j'enlève mes petites notes perso. Do you know the directions to the museum, to the, what did I choose? The seafront, the library, the market. OK? Donc, le front de mer, seafront, museum, market, library. Alors, library, c'est la bibliothèque. La librairie, donc le magasin dans lequel on achète des livres, c'est bookstore. Bookstore. All right? Donc, ne confondez pas. Library, c'est la librairie, c'est la bibliothèque, d'accord? Et la librairie dans laquelle donc la boutique dans laquelle on achète des livres, c'est bookstore. Can you show me on the map, please? D'accord? Et là, vous rajoutez bien votre please, mais peut-être que vous êtes dans un contexte avec quelqu'un que vous connaissez très bien, donc vous pouvez vous permettre d'avoir une question directe. Dans un contexte professionnel, utilisez bien les could et les please. Alright. Pouvez-vous m'aider? May I help you? Non, c'est puis-je vous aider, pardon. May I help you? Je me disais, il y avait un souci. May I help you? C'est littéralement, ai-je la permission? Me donnez-vous la permission de vous aider? May I help you? Ça, c'est une forme très polie. Donc, on va mettre plus. Enjoy your stay with us. Enjoy your stay with us. Profitez de votre séjour, de ton séjour parmi nous. Stay, c'est le séjour et to stay, ça veut donc dire rester. All right? Excuse me, can you help me? Could you please help me? All right? Thanks a lot for your help. Merci beaucoup pour votre aide. Alors celle-ci, je vous conseille aussi de l'apprendre littéralement par cœur parce qu'elle vous servira tout le temps et c'est pas thank a lot, c'est pas thanks you a lot. Non, ça pourrait être soit thanks a lot, soit thank you a lot ou thank you very much for your help. Alright? Parfait. Passons maintenant à la 6e diapositive, les questions. Donc, vous avez vu qu'à chaque fois, je voulais classer par catégorie, communiquer simplement, demander, donner des informations à son sujet. Allons-y donc gaiement avec les questions. Première, d'où es-tu originaire? D'où viens-tu? Where are you from? Where are you from? Vous pourriez dire aussi, c'est exactement la même chose, mais un petit peu plus long. Where do you come from? D'où viens-tu? D'où es-tu originaire? Where are you from? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? All right? Birthday, your birthday. When is your birthday? Quand est la date de ton anniversaire? Qui est cette personne assise à côté de toi sur la photo? Who is this person sitting, qui est en train d'être assise, sitting next to you on the picture? Picture, photo. Next to you, à côté de toi. To sit, être assis, s'asseoir, pardon. Sitting, qui est assis. And who, c'est qui, mais attention, on le prononce comme ceci. Who. D'accord? On ne prononce pas le W, c'est who. Who is this person sitting next to you on the picture? Alright? On va refaire la prononciation de celle-ci pour être sûr que ça soit bon. When is your birthday?
When is your birthday? When is your birthday? Birthday. Alright? Le jour de naissance. La date, votre anniversaire. Birthday. 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 Alright. Elle est un petit peu dure, c'est pour ça que je voulais la refaire. How do you make a chocolate cake? Comment fait-on un gâteau au chocolat? Alors attention, c'est pas chocolate, c'est pas chocolate, c'est chocolate. Cake. Cake. Là pour le coup, c'est une diphtongue, c'est une voyelle qui est forte. How do you make a chocolate cake? Comment fait-on un gâteau au chocolat? Which tool should I use? Which tool should I use? Quel outil dois-je, devrais-je? Ce qui est intéressant ici, c'est should. Devrais-je utiliser? Pourquoi tu es en train de pleurer là maintenant? Pourquoi vous êtes en train de pleurer? Why are you crying? Et to cry, c'est pleurer. C'est pas crier. D'accord? Donc faites bien attention à ceci. Why are you crying? What do you mean? Celle-ci là, je pense qu'il faut la prendre vraiment par cœur. Elle est absolument indispensable. Qu'est-ce que tu veux dire? What do you mean? OK? Donc ça, c'était les questions. Maintenant, passons aux modaux et aux semi-modaux. Alors, ce sont des sortes de superverbes qui permettent d'exprimer une interdiction, une capacité, une permission, d'accord? On l'a vu avec « May I help you ?» Vous vous souvenez? « May I help you ?» Puis-je vous aider? No, I'm just looking. OK, I'm just browsing. Je suis juste en train de regarder. May. Ça, c'est votre supermodal. Donc, c'est évidemment can que vous connaissez, c'est must, c'est could, c'est should, etc. Donc, on va les revoir rapidement. Pouvez-vous répéter la question? Can you repeat the question? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît, qui serait vraiment la bonne forme en anglais? Could you please repeat the question? Nous devons être à l'heure. We have to be on time. Ça, c'est votre obligation. OK? Nous devons être à l'heure. We have to be on time. We must comply with the rules. Vous devez vous conformer aux règles. Vous voyez, quand c'est quelque chose qu'on vous impose et quand c'est une interdiction, c'est must. You must comply with the rules. All right? You should. Là, c'est le conseil, parfois un conseil, un ordre déguisé sous forme de conseil. Tu devrais aller chez le coiffeur. Donc là, on est vraiment dans la suggestion, mais parfois ça peut être tu devrais aller chez le coiffeur. Là, il faut que tu le fasses maintenant. You should go to the hairdresser. Hairdresser. Nous ferions mieux de prendre un parapluie. Là, on est déjà sur une forme grammaticale au moins de niveau intermédiaire. We'd better take an umbrella. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière le apostrophe? Apostrophe D, c'est had. C'est une forme passée pour exprimer un sens présent au futur. Tu ferais mieux, falloir mieux que. You'd better, mais la plupart du temps, c'est employé à la forme contractée et en fait, c'est had better. Et ça signifie falloir mieux en français. Tu ferais mieux de. You had better, you'd better take an umbrella. Umbrella, c'est le parapluie. Attention, c'est pas l'ombrelle, hein, bien évidemment. We could try this new restaurant down the road. Alors attention, c'est pas could, c'est could. We could try this new restaurant. Et c'est pas restaurant, ok? C'est restaurant. Vous faites bien l'accentuation sur la première syllabe. Down the road. Donc là, vous avez deux diphtongues qui sont deux sons différents. Down, c'est avec le bas. Et road, c'est exactement l'inverse. Up, up. C'est avec le haut de la bouche, d'accord? Road. Vous l'entourez. C'est comme si vous entouriez votre palais. Road, road. OK? Down the road. All right? So, on pourrait essayer ce nouveau restaurant en bas de la rue. Vous pensiez pas qu'on allait passer à l'autre tout de suite? Allez-y. Mais oui, parce que je veux vraiment entraîner votre prononciation. We could try this new restaurant down the road. Perfect. Avez-vous besoin, alors vous voyez, de quoi que ce soit. Si vous voulez le traduire mot à mot, bon là on est mort. C'est do you need anything? Do you need anything? Et vous remontez, voilà, comme ceci. Do you need anything? Avez-vous besoin de quoi que ce soit?
Donc, chers amis, maintenant, je vous ai mis des expressions dites idiomatiques, c'est-à-dire des expressions authentiques. Par exemple, voulez-vous de l'aide? Would you like a hand? To have a hand. Would you like a hand? Voulez-vous de l'aide? Voulez-vous de l'aide? Vous pourriez aussi dire, vous vous souvenez, may I help you? Puis-je vous aider? Would you like a hand? Mais là, quand tu dis would you like a hand, c'est pas au sens de l'aide au sens figuré, c'est plus au sens de est-ce que vous voulez, par exemple, vous êtes en train de ranger les courses, est-ce qu'il y a un côté déplacement physique de quelque chose, d'accord? Would you like a hand? Voulez-vous de l'aide? C'était du gâteau, mais au sens figuré pour le coup, ça, c'est facile, ça ressemble au français. This was a piece of cake. A piece of cake. C'était du gâteau. Une expression que j'adore, tous les 36 du mois, c'est once in a blue moon. C'est une fois toutes les lunes bleues. Alors, la lune bleue, c'est pas la lune qui est bleue, c'est le nom donné, si je dis pas de bêtises, à un phénomène astronomique, pas astrologique pour le coup, astronomique qui a lieu très rarement, même beaucoup plus rarement que les 36 du mois. Les 36 du mois, dont je ne me rappelle pas des détails, je vous le confesse, mais c'est pour ça qu'on dit en anglais « once in a blue moon ». Tous les 36 du mois, nous allons au cinéma tous les 36 du mois. We go to the cinema once in a blue moon. La situation est devenue incontrôlable. Donc, devenir incontrôlable, to get out of hand. Et en fait, la situation est devenue incontrôlable. Ici, on aurait même pu traduire par la situation, donc dans le passé, est devenue incontrôlable, d'accord? Devint incontrôlable. The situation got, to get, got, ok? Donc là, c'est un prétérit qu'on appelle aussi past simple, donc la forme du passé. C'est pour ça qu'on dit est devenu ou devint, passé simple au contrôlable. Tu dois te ressaisir. Se ressaisir, c'est littéralement se prendre soi-même ensemble. Donc, se ressaisir. You need to pull yourself together. All right? Et là, vous retrouvez un semi-modal qu'on a vu juste avant. Souvenez-vous. Où est-ce qu'on a vu you need? Ah yeah, do you need anything else? Do you need anything? Quoi que ce soit. Et d'ailleurs, anything else, c'est quoi que ce soit d'autre. Quelque chose d'autre. Anything else. OK? Something else, quelque chose d'autre. So, revenons à nos moutons, si je puis dire, chers amis. You need to pull yourself together. You need to pull yourself together. Faut que tu te ressaisisses. It's now or never. Ah, facile, hein. Celle-ci, vous pouvez la retenir. C'est comme en français. Celle-ci aussi, super importante. Once in a blue moon, c'est moins important. To get out of hand, c'est plus courant que once in a blue moon, par exemple. Et to pull yourself together, là, c'est quand même aussi quelque chose que vous verrez très souvent. Donc, je les ai pas choisis pour rien, chers amis. Maintenant, les how questions, les questions en comment, pour poser une question sur la taille, la fréquence, le prix, qu'est-ce qu'on a d'autre? La profondeur, par exemple, avec how deep, vous utilisez how et après, vous assaisonnez en fonction, si je puis dire. Comment se fait-il que tu sois en retard? Comment ça se fait? En anglais, ça se traduit par how come? Et ça, c'est une autre question avec WhatsApp qui montre, lorsque la personne sait y répondre, qu'elle maîtrise bien l'anglais. Parce que c'est des questions toutes bêtes. What's up? Quoi de neuf? How come? Comment ça se fait? Et vous dites how come très souvent un francophone qui est censé parler anglais. D'ailleurs, si moi je faisais des entretiens d'embauche en WhatsApp, c'est peut-être un peu too much, mais j'utiliserais vraiment le how come. Ça ne manque jamais, ok, pour vraiment voir le niveau de la personne. How come? Well, I don't know. Bon, je sais pas. Vous voyez, vous pourriez répondre comme ça. Comment se fait-il qu'il est si en retard? How come you're so late? Que tu sois, si en retard. How come you are so late? En fait, c'est why. D'accord? C'est exactement la même chose que why. Donc, si vous savez pas répondre à pourquoi, vous imaginez que c'est dur de communiquer en anglais. Pourquoi et quoi qu'il se trouve derrière. À quelle distance habites-tu? How far do you live? OK? How far?
Comment, loin, d'accord? Comment, c'est how et après far, c'est pour la distance. Far, c'est loin. Quel était le prix des billets? How expensive were the tickets? Et c'est pas where, parce que where, c'est où. D'accord? Where were. How expensive were the tickets? How expensive were the tickets? Quel était le prix des billets? How much did the tickets cost? Ça serait une autre façon de le demander. How much, c'est pour le prix. How much? Littéralement, combien ça coûte? Combien? Ça, c'est pour un prix. How much? Vous dites ça au marché, on comprend tout de suite si la personne elle parle anglais. On comprend tout de suite que vous demandez le prix. Maintenant, quand vous voulez parler de quelque chose pour lequel on n'a pas besoin d'une devise pour compter, on dit, par exemple pour l'argent, on ne peut pas dire un argent, deux argents, trois argents, on dit 1 euro, on dit 1 dollar, 3 livres, etc. Donc, on utilise how much. Mais pour les choses que vous pouvez compter, par exemple une personne, deux personnes, vous n'avez pas besoin de dire une pincée de personnes, un groupe de personnes. On peut les compter toutes seules. Une personne, deux personnes, trois personnes, c'est many. Ce sont les dénombrables versus les indénombrables qui se forment avec much. Donc, much, les indénombrables, many, les dénombrables. How many people are invited to the party? Combien de gens sont invités à la fête? How many people are invited to the party? Et justement, par exemple, le sugar, vous pouvez pas dire alors vous pouvez dire un sucre, deux sucres, trois sucres, mais si vous achetez du sucre, d'accord, qui n'est pas en morceaux, qui n'est pas délimité, donc en vrac, c'est pas un sucre de sucre, c'est 1 livre, 1 kilo, etc. C'est pour ça que c'est much, ok? How much sugar do you use in your recipe? How much sugar do you use in your recipe? Combien de sucre, quelle quantité de sucre utilisez-vous dans votre recette? Vous voyez, c'est la quantité. How much sugar? La quantité au niveau du prix, c'est how much does it cost? Combien ça coûte? Et pour la profondeur, donc vous voyez, vous pouvez assaisonner, si je puis dire, le how avec l'adjectif qui convient derrière pour poser la question sur quelque chose de très précis. La fréquence, par exemple, ça sera how often? Avec quelle fréquence? La profondeur, how deep? Parce que deep, c'est profond, ok? Depth, c'est la profondeur. Depth, la profondeur. Deep, profond. How deep is your swimming pool? Quelle est la profondeur de votre piscine? How deep is your swimming pool? Et on fait redescendre l'intonation puisque c'est pas une question à laquelle on peut répondre par yes ou par no. Donc, on fait redescendre l'intonation. À la fin. How deep is your swimming pool? Alright. Maintenant, les descriptions et on finira en beauté, si je puis dire, par les jours, les expressions de temps, mais même spécifiquement, je crois qu'on a fait les jours. Yes, look, this house is massive. Massive, massive, ok? Regarde, cette maison est énorme. Vous pourriez aussi dire huge pour énorme. Your bedroom looks tiny. Ta maison a l'air, ta chambre, pardon, a l'air minuscule. Room, c'est la pièce. Bedroom, la pièce du lit, donc la chambre. Your bedroom looks tiny. On met bien le S à la troisième personne du singulier. Quand on dit mes cheveux, on prend les cheveux en fait comme un ensemble. C'est pas un cheveu, deux cheveux, etc. Non, ça, my hair is. Donc on mettra ça au singulier en fait. C'est littéralement le groupe qui forme, la masse qui forme mes cheveux. Donc on dit pas my hair are. Et encore moins my hairs parce que my hairs, ce sont les poils. D'accord? Donc mes cheveux sont foncés tandis que les tiens sont blonds. My hair is dark. Whereas yours is blonde. Vous voyez, c'est très simple comme phrase, mais il faut vraiment se méfier. Et là, je pense que la seule solution, en fait, c'est de s'en souvenir par cœur, de l'apprendre par cœur pour que ça devienne un automatisme. Ok? My hair is dark, whereas yours is blonde. Mes cheveux sont foncés, tandis que les tiens sont, chers amis, blonds. Parfait. I'm taller than my brother. Je suis plus grand que mon frère.
I'm taller than my brother. Je suis plus grand que mon frère. Alors, tall, et comme c'est un adjectif qui est court, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute ER, taller, pour l'adjectif de supériorité, le comparatif de supériorité. Si c'est un adjectif plus long, par exemple beautiful, is more beautiful. On dirait pas beautifuler. Non, on dirait more beautiful than. C'est le that qui se transforme en than pour dire que, pour la supériorité. Lucy is short and thin. Elle est petite. Vous voyez, c'est pas elle est small, elle est short. Et big, c'est pas grand, c'est tall. OK? Small, c'est vraiment petit et big, c'est plus costaud. D'accord? Donc faites vraiment attention à ceci, OK? C'est vraiment indispensable de ne pas confondre big and tall et small and short. All right? Jim wears sunglasses, glasses. Yeah, il porte des lunettes. To wear something. Wears a cap. OK? Une casquette. Cap. A beanie. Un bonnet, OK? A beanie. What else can you wear? I don't know. If you have any idea, please write it down. Si vous avez la moindre idée de ce qu'on pourrait porter, vous pouvez le mettre juste en dessous. Et vous pouvez bien évidemment tout télécharger, chers amis, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, notamment si vous trouvez sur tablette ou sur mobile. Bill s'habille toujours bien. Bill always dresses smart. Alors, de manière élégante. Smart, ici, c'est de manière élégante. Mais smart, ça signifie aussi, et notamment en anglais américain, ça signifie intelligent. Et là, on est plus, pour le coup, sur de l'anglais britannique. Bill dresses smart, always dresses smart. Et vous voyez que le always, on le met toujours, notre adverbe de fréquence, avant le verbe. All right? All pupils wear a red and black uniform. All pupils, et pas pupils, pupils. All pupils wear a red and black uniform. Bon, pas de difficulté particulière à ceci près que, vous voyez, un uniforme rouge et noir, en anglais, on ne met jamais les adjectifs avant le nom. Tout ce qui modifie le nom, c'est toujours à gauche. Joey's wife always carries a purse. Elle porte toujours un sac à main. A purse, un sac à main. Ça sera aussi a handbag. Alright? La purse, c'est limite la petite pochette. Vous voyez, c'est pas très gros. Le handbag, c'est quelque chose qui est un peu plus gros, d'accord? Alright. I'd rather wear casual clothes today. I'd rather wear casual clothes today. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ici, le apostrophe D, c'est I would. I would rather, qui se traduit par je préfère. Donc ça, c'est plutôt. Rather, c'est plutôt. Donc je serais plutôt à porter des vêtements décontractés aujourd'hui. Casual, c'est décontracté. Je vous donne aussi ces deux mots que vous devez retenir qui sont pas faciles à traduire spontanément en français. Casual, c'est décontracté, ok? Et random, c'est aléatoire. De manière aléatoire, randomly. Casually, de manière, donc un Y, décontracté. All right, I'd rather wear casual clothes today. Today, accent tonique sur la deuxième syllabe, la seconde, pardon. All right, on a bientôt fini. Déjà. Bon. I usually take my Wednesdays off. Tous les jours de la semaine, tous les mois de l'année prennent systématiquement une majuscule en anglais. Vous ne pouvez pas faire l'économie, s'il vous plaît, de cette orthographe. Wednesday. I usually take my Wednesday off. To have a day off, c'est avoir un jour de congé, d'accord? To have a day off. We work from Monday to Friday, de lundi à vendredi. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,
Friday, Saturday, and Sunday. Perfect. All right. The shop is open 7 days a week. Le magasin est ouvert 7 jours par semaine. 7 days a week par semaine. Et c'est pas by week. Non, c'est 7 days a week. All right. The shop is open 24/7. Ça veut dire c'est ouvert 24 heures sur 24 toute la semaine. All right. The shop is open 24/7. Et c'est pas is opened. Attention, c'est simplement open. The shop is open. Le magasin est ouvert 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. The shop is closed on weekends. Le magasin est fermé les week-ends. Et alors, autant là, vous n'avez pas besoin de préposition, 7 days a week, autant il faut en rajouter une pour dire le week-end. OK? On weekends, le lundi, c'est on Monday, c'est pas Monday, non, c'est on Monday. Donc ça, c'est extrêmement important de ne surtout pas le zapper. Nous sommes fermés les jours fériés. Les jours fériés, c'est soit public holidays, soit bank holidays. OK? So we are closed on public and bank holidays. Et vous voyez, vous retrouvez votre on ici. Et vous retrouvez aussi, bien évidemment, ici, par contre, vous avez un ED. Donc, faites attention. To be open and to be closed. All right? To be open, to be closed. So, we are closed on public and bank holidays. Sorry, we're closed. Désolé, nous sommes fermés. Bon, rien de particulier ici. Ça, c'est une expression que vous retrouverez souvent. TGIF. Thank God. It's Friday. All right? Thank God it's Friday. Et je crois même que c'est une chaîne de restaurants qui est très très connue aux États-Unis, TGIF. Thank God it's Friday. Ou le nom est quasiment le même, je me souviens plus exactement. Are you doing anything special on Thursday night? Donc vous voyez, Thursday night, évidemment, c'est jeudi soir, c'est pas maintenant, non, on n'est pas jeudi soir, on est Maybe we're on Wednesday, maybe on Tuesday, maybe on Monday, mais on est avant. Et pourtant, on utilise un présent continu, c'est-à-dire le temps des événements qui sont en train de se dérouler au moment où on formule la phrase, ou le sujet, ici en l'occurrence, c'est nous, puisque je m'adresse à toi, je tutoie. Et alors, pourquoi on utilise un présent continu alors que c'est un événement dans le futur? Ben, c'est exactement comme en français lorsqu'on dit j'arrive et en fait vous n'avez toujours pas bougé. Vous utilisez un présent pour dire que ça va se produire très bientôt, d'accord? Très prochainement. Et là c'est exactement la même chose. On utilise le présent continu pour dire bon bah voilà c'est dans très peu de temps. Qu'est-ce que tu fais? D'accord? Donc quand c'est un futur proche, quasiment un futur immédiat, on peut utiliser un présent continu. Donc c'est tout à fait normal. Et alors là, normalement, vous avez un feu d'artifice qui se déclenche. 100e phrase, nous avons fini. Bravo, chers amis. What about going for lunch together downtown on Tuesday? What about going for lunch together downtown on Tuesday? What about going for lunch together downtown on Tuesday? OK? C'est si on allait déjeuner ensemble en ville on Tuesday, mardi. Donc le T majuscule et la préposition, parce que si vous dites Tuesday et que vous l'écrivez simplement comme ça, en fait, vous faites deux fautes qui sont des grosses fautes. Une faute à l'écrit et une faute de grammaire puisque vous oubliez on. OK? So, what about going for lunch together downtown on Tuesday? Oh yeah, we should do that. Awesome. Awesome. Génial. Amazing. Génial. Bon, voilà. J'espère que c'est le qualificatif dont vous pourriez affubler cette vidéo, à savoir amazing, awesome. J'espère, vous l'avez compris, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et bien évidemment, vous pouvez tout télécharger, faire l'exercice d'application en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!